du coup, ça nous laisse neutre. L'IA est une révolution militaire. Et en fait, partout, on vous parle de digitalisation, de numérisation. Ça veut dire qu'en fait, notre monde analogique, on le numérise, on le digitalise, et on en touchera un mot plus tard. Mais ce terme de digitalisation, ça veut dire que on change d'univers. On est passé des tournevis analogiques au CD numérique, et de la même façon, le champ de bataille a été numérisé. Et alors, pour moi qui suis né dans les années 70, j'ai vécu cette numérisation dans les années 80 avec la fameuse guerre des étoiles et la numérisation générale du champ de bataille et avec les militaires à l'ancienne du Vietnam qui disaient mais toute cette nouvelle génération d'officiers qui passent son temps devant des écrans, ils savent plus ce que c'est que la boue. Et c'était pas complètement faux. Et en réalité, cette numérisation, cette digitalisation qu'on a vécu dans le militaire et qu'on vit dans le civil, en gros, depuis les années 90, ça a commencé dans les années 80, mais ça s'est accéléré dans les années 90, et depuis 2010, c'est sous stéroïdes, ouvre la voie à l'algorithmisation, c'est-à-dire le fait que des processus qui étaient des processus humains deviennent des processus algorithmiques. Euh, D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les complotistes, on en parlait pendant la pandémie, ils disaient qu'on protocolisait la médecine. Et c'est exactement ça, on protocolise. C'est-à-dire que là où on avait un système analogique, un système humain, on passe sur un système digital avec un algorithme. C'est-à-dire que quand on voit ça, on fait ça. Et l'intelligence artificielle est en quelque sorte l'aboutissement de ça, puisque elle, euh, elle est tellement avancée par rapport à ce qu'on a connu tous, puisque on a tous plus de 30 ans ici, je pense, à part peut-être un ou deux. C'est tellement avancé qu'on a l'impression qu'ils sont meilleurs que les humains. Là, ce matin, je faisais encore un truc avec ChatGPT, il m'a sidéré. Je lui ai juste donné un bout de programme où il fallait que je fasse une correction. Et le gars m'a dit qui était le client, je lui ai rien dit. Il m'a dit quel était le logiciel qu'il utilisait. Il m'a dit pourquoi je lui posais la question, parce que le logiciel avait changé de version. Il m'a dit ce que je voulais faire, je lui ai rien dit, hein. Et il m'a fait le changement et il m'a rendu le fichier corrigé, j'ai plus qu'à le mettre et à faire la facture. C'est un autre monde. Et donc, dans cet univers, la donnée est la nouvelle munition, ce qui en anglais donne data is the new ammunition. L'IA a commencé, l'IA telle qu'on l'entend dans le grand public, c'est-à-dire ChatGPT pour faire court, l'IA a commencé par la guerre des idées. Et ça fait partie des choses que j'ai décidé j'ai découvert en préparant cette conférence, c'est qu'en fait, militant politique et militaire, c'est la même racine. Et donc, l'IA a commencé par la guerre des idées. Et c'est l'origine de ChatGPT. Et il se trouve qu'un produit dérivé de cet outil qui sert à faire du bavardage, en fait, bah, on a découvert qu'il était très bon à la traduction, on a découvert qu'il était très bon à faire des discours, on a découvert qu'il était très bon à faire du code, on a découvert qu'il était très bon à plein de choses. Donc, juste deux mots sur moi. Donc, moi, je m'appelle Eric Lemaire, je suis multi-entrepreneur. J'ai j'ai participé à plusieurs think tanks, je suis encore président de l'un d'entre eux. Et donc, dans mes entreprises, évidemment, je déploie maintenant de l'IA. Il faut savoir qu'on a une phase de prototype sur les outils type ChatGPT, disons, jusqu'à mi-2024. Et là, maintenant, on va à l'échelle. C'est-à-dire qu'on déploie des programmes qui sont réellement opérationnels et qui font réellement gagner de l'argent. J'ai une de mes filiales où ils sont 10, et là, on est en train de développer. Maintenant, c'est en cours et ça marche. Et on va supprimer le travail de 5 personnes. Alors, comme c'est du travail en temps partagé, ils vont pas supprimer 5 emplois. Par contre, ils vont écraser leur concurrence par le degré de performance qu'ils vont amener à leur processus métier. Alors, j'ai commis un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle, croissance et catastrophes annoncées, qui est édité chez Amazon. Il est sorti au mois de juin de cette année. Je l'ai écrit en 2024. Et je voulais commencer par ça parce que le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est
l'intelligence artificielle et le numérique en général pour les sujets militaires. Mais je voulais partir du livre parce que le livre apporte un certain cadre, ce qui va nous permettre, comme ça, on va pouvoir rentrer directement dans le militaire et on aura donné le cadre avant. Alors tout d'abord, tous les outils d'intelligence artificielle sont d'origine militaire. La première application du numérique, c'était pour décoder le fameux Enigma, c'est la fameuse bombe d'Alan Turing pendant les années 40. Et toutes ces technologies sont d'origine militaire, sans aucune exception. Et ChatGPT étant la caricature de l'outil d'origine militaire. Ensuite, l'intelligence artificielle est multidimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a 5 ans, le champion du monde de Go a été battu par une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est le résultat de centaines de brevets qui ont été déposés par une filiale de Google. Et c'est un outil qui apprend tout seul à jouer à des jeux. Et donc, sans même connaître les règles. Donc, vous avez un outil, vous lui donnez un jeu vidéo, vous lui dites, bah voilà, tu as un pad, tu peux aller à gauche ou à droite, et puis il joue des milliers de parties, et au bout d'un moment, il apprend à jouer, il devient meilleur que les humains. Ça n'a évidemment rien à voir avec un outil qui permet de bavarder, comme ChatGPT, et qui tend progressivement vers une forme de raisonnement. ChatGPT ne raisonne pas, mais il y a des formes de raisonnement limitées. Et ça n'a également rien à voir avec des technologies d'études d'images. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays dans le monde et dans beaucoup d'enquêtes, dès que les enquêtes ont un certain enjeu, on utilise des logiciels qui sont capables de scanner des dizaines de milliers d'heures de vidéosurveillance et de sortir tout ce qui est pertinent pour la faire étudier. Et je crois qu'il y a eu un vol au Louvre et je crois que l'équipe des suspects a été définie, cadrée, identifiée et appréhendée entièrement grâce à l'aide d'un logiciel. Donc, c'est une troisième forme d'intelligence artificielle. C'est pas la même que les deux autres, parce qu'il y en a qui sont de type statistique, c'est ChatGPT pour faire court. Il y en a qui sont des réseaux de neurones, c'est typiquement tous les traitements d'images. Et il y en a qui sont ce qu'on appelle du procédural, qui sont tous les outils pour jouer à des jeux. La troisième caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous surprend parce qu'elle est en avance. Moi, j'ai entendu toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, que aucune intelligence artificielle ne réussirait à jouer au Go avant au moins 2050, si c'est pas plus. Et puis c'est arrivé en 2020. Et 2 ans avant que ça arrive, personne ne savait que ça allait se produire. Personne. Et ça a été un peu la même chose avec le champion du monde d'échecs. Et ChatGPT, on n'en parle même pas. C'est une surprise. Les gens ont été sidérés et les propres personnes qui ont développé ces technologies ont été sidérées par l'explosion des applications. L'iPhone a, je crois, eu 1 milliard d'utilisateurs en 2 ans et demi, ce qui était un record mondial. ChatGPT a mis 12 mois. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, absolument jamais vu. L'autre chose qui est sidérante, c'est que avec ChatGPT, on pensait en gros que l'intelligence artificielle, bon, elle allait être très très douée à des choses conceptuelles, genre les échecs. On pensait que elle allait être très douée à apprendre à tirer, pour faire court, mais jamais on n'aurait pensé qu'une intelligence artificielle allait pouvoir remplacer des avocats, des développeurs, des administratifs. Enfin, cette dimension humaine qu'a ChatGPT est absolument sidérante. C'est vraiment une surprise. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est que si on accepte tout ça, on n'a fait que commencer. Parce que non seulement il y a tout ce que je viens de dire, mais en plus, c'est pas fini. Il y a la technologie quantique. Alors ça, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, donc je vais pas trop avancer. Mais aujourd'hui, on utilise des ordinateurs, on parle de digitalisation. Donc on se base sur des 0 et des 1 pour faire court. Mais le quantique, c'est l'étape d'après. Avec le quantique, on sort des mathématiques classiques et on rentre dans le domaine du quantique, c'est-à-dire le domaine. Nous sommes des ordinateurs quantiques. Nous sommes basés sur des réseaux de neurones qui sont basés sur le quantique. Les ordinateurs quantiques seront donc sur la même base de fonctionnement que nous, les êtres humains. Et par conséquent, eux, autant les ordinateurs digitaux, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais les ordinateurs digitaux
ne nous dépasseront pas, peuvent peut-être nous remplacer, mais ils ne nous dépassent pas. Les ordinateurs quantiques, ils sont sur la même base que nous, et donc théoriquement, ils sont capables de nous remplacer et ils sont capables de nous simuler, les deux. Ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire numériser notre univers, nous met en danger de fait. C'est-à-dire que lorsque, comme je vous l'ai dit, nous, on est quantique, les ordinateurs sont digitaux. Le fait de digitaliser tout l'univers nous en exclut de fait. Donc, notre existence, sans même parler d'intelligence artificielle, de Terminator ou de ce que vous voulez, notre existence est mise en danger par notre entière numérisation. On crée un monde qui est inhumain. Nous, on est fait pour marcher dans l'herbe et pour regarder des arbres. On n'est pas fait pour être sur du goudron et pour passer nos journées à faire des prompts à ChatGPT. C'est pas logique. Ça n'est pas normal. La clé du succès à court terme, c'est la formation. Les gens, pour l'instant, l'immense majorité de l'humanité ne comprend pas comment fonctionne tout ce bazar. Et donc aujourd'hui, en participant à cette conférence, je vous recrute comme soldats digitaux au service du drapeau. Le fait de comprendre ce que c'est une révolution copernicienne et qu'il faut absolument y passer, fait partie de la militarisation de notre société. La dimension militaire de tout cela n'a aucune limite. Là, actuellement, tout à l'heure, je vous disais que ces outils aident la police à attraper les méchants. De la même façon, aujourd'hui en Ukraine, dans les deux camps, tout mouvement est détecté et interprété par des outils automatiques. Nous en sommes, les soldats en sont réduits. Moi, j'ai l'impression, alors tout le monde ne connaît pas ça, mais j'ai l'impression de jouer un jeu sur un écran quand je vois les vidéos que je vois qui viennent de là-bas. C'est-à-dire, en gros, on clique sur les bons hommes, on leur dit d'aller là-bas, on leur donne l'ordre d'utiliser leurs armes, et en fait, tout ce que les bonhommes font, c'est avoir des réactions logiques, mais, mais, mais on est robotisé par cette modification. Et il y a un dernier point sur lequel moi je souhaite insister, c'est que tout ça a été créé en Occident. Euh, L'Occident n'est pas foutu. L'intelligence artificielle travaille pour nous. Le changement qu'elle va produire est un changement qui se fait au niveau individuel. On peut voir ça comme la mise en place de Big Brother, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique dans le jargon, c'est-à-dire que ce sont des assistants qui vont faire de nous des super-héros. De la même façon que le pétrole a fait de nous des super-héros parce qu'on a des pouvoirs magiques de voler à Mach 2, de se déplacer à 130 sur l'autoroute et de manipuler des grues qui ont une force surhumaine. De la même façon, ces outils nous rendent surintelligents. Et donc, ça peut se voir comme un risque de type Big Brother, mais ça peut aussi se voir comme un être humain augmenté. Et augmenté de la bonne façon, c'est-à-dire, on ne nous remplace pas, on supprime juste des tâches stupides. Objectivement, lorsque je remplace quelqu'un qui lisait un bon d'achat et qui saisissait le bon d'achat dans la base de données, j'ai pas l'impression de mettre en danger l'humanité, j'ai plutôt l'impression de lui rendre service. Donc ça, ce sont les bases, je dirais, civiles de l'intelligence artificielle. Maintenant, si on passe au sujet militaire, la guerre reste une forme de politique par d'autres moyens, mais le champ de bataille est algorithmique. Alors, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Vous avez sans doute remarqué qu'en Ukraine, qui est donc une guerre de haute intensité, c'est la première où les drones sont déployés, on a commencé par des drones aériens. Maintenant, il y a les drones terrestres, mais l'immense majorité, 99% des drones sont aériens. Pourquoi? Parce que l'espace est beaucoup plus facile à digitaliser. Un robot, la boue, c'est pas son truc, comme je vous ai dit. Il préfère le béton, c'est plus cool. Et donc, on numérise le champ de bataille. Ça a été la première étape. Si vous voulez déployer des IA sur le champ de bataille, il faut commencer par numériser le champ de bataille. Donc, il faut leur donner la vue, il faut leur donner des muscles, il faut leur donner des informations et il faut numériser tout ce que font les gens.
Donc, il y a des choses qui sont, entre guillemets, triviales. Il y a tout ce qui est voir, Palantir étant un exemple euh, caractéristique. D'ailleurs, c'est invraisemblable que Airbus utilise quelque chose qui a été développé par la CIA, mais enfin bon, je passe. De la même façon que c'est invraisemblable que les outils de sécurité au sein de l'Assemblée nationale soient développés non pas par une start-up française, mais par une start-up israélienne, euh, sans commentaire. Ensuite, il y a tout ce qui est décision. Pour l'IA copilote à la décision, vous savez que le brouillage, j'y viens au slide d'après, le brouillage a été utilisé pour essayer de limiter l'impact des drones et ça a été un échec complet, puisqu'en fait, la première chose que les gens ont fait, c'est de mettre une navigation inertielle au sein du drone pour désactiver le brouillage et mettre des IA limitées qui sont capables de prendre leurs propres décisions sur la base d'un ordre de mission. Donc, l'IA rentre et se trouve déjà là. Et puis, il y a tout ce qui est armes autonomes. Euh, le, la plupart des armes sont ringardisées par les drones et l'intelligence artificielle. Les missiles font exception à ça. Et c'est bien ce qu'on voit, c'est bien ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine, c'est que les missiles conservent un gros avantage. De même que les plateformes lourdes, comme les avions de combat, ou les tubes d'artillerie conservent un avantage parce qu'ils sont en arrière et qu'ils ont une capacité d'import que pour l'instant les drones commerciaux qui sont essentiellement utilisés pour l'instant n'ont pas. Je vous ai mis dans les différents slides quelques éléments qui sortent du vocabulaire de l'OTAN de façon à ce que vous puissiez y faire référence. Deux mots des contre-mesures. Alors là, j'ai fait exprès de vous mettre un canon de 37 que les Allemands ont vite compris que ça perçait pas trop les T-34. Donc, il lui avait donné un petit nom en allemand, je suis incapable de prononcer parce que je suis pas germanophile. Mais en gros, ça voulait dire petit outil sympa pour toquer à la porte d'un char pour que les gens sachent qu'on est là. C'est ça que ça voulait dire. Donc, dès que les drones sont devenus massivement utilisés en Ukraine, il a fallu essayer d'arrêter la catastrophe. Je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont vu les premiers drones. En gros, ce qui s'est passé, pour vous dire, parce que je me suis renseigné sur tout ça, c'est assez amusant parce que dans les deux cas, dans les deux camps, on n'avait pas de drone au début de la guerre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les soldats ont demandé à leur famille d'acheter des drones au supermarché et de les leur envoyer. Et assez vite, en fait, c'est un peu la même histoire qu'en 14-18 avec l'aviation, où l'aviation a fait des progrès gigantesques entre le début et la fin de la guerre. Et là, c'est un peu pareil en Ukraine. On démarre en allant acheter un drone au supermarché et on finit dans l'armée ukrainienne avec un Amazon où où chaque, euh, où chaque chef de section, je suis désolé, je pense en anglais souvent pour ces trucs-là. J'étais en train de penser platoon leader, vous voyez. Donc, chaque chef de section a son propre budget et achète des drones sur l'Amazon locale qui sont livrés par drone directement sur. Enfin, c'est des trucs, c'est une autre planète. Et c'est absolument invraisemblable. Donc, l'avantage demeure à l'attaque pour l'instant dans tous les domaines. Donc, dans le domaine des drones, on a commencé avec des drones qui lâchaient des grenades avec une caméra intégrée scotchée sur le plancher du drone. Enfin, c'est des trucs invraisemblables. Et puis maintenant, on a des outils autonomes avec un gyroscope intégré où on lui dit va là, surveille pendant 1 heure, tire sur tout ce qui bouge et puis reviens. Enfin, on en est là. Donc, c'est tout à fait remarquable. Et bon, comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, les Chinois ont essayé d'aller plus loin. C'est pas complètement convaincant militairement avec les essaims de drones qui font une sorte d'armée autonome. Pour l'instant, c'est pas complètement convaincant, mais les prototypes sont assez bluffants. Ensuite, il y a tout ce qui est cyberguerre. Et alors là, c'est de fait l'origine de ChatGPT. Je vais en parler tout de suite, je pense. L'objectif de la cyberguerre, et ça on y est tous, et depuis longtemps, et on s'en rend même pas compte, c'est de démoraliser et de retourner l'ennemi dans le champ informationnel. Et donc ça, c'est le domaine de ChatGPT. Donc il faut que vous sachiez, moi ça fait 20 ans que je sais qu'on peut générer du texte, qu'on peut faire des résumés avec des outils bayésiens. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais ChatGPT fusionne toutes ces technologies euh,
grâce à une nouvelle technologie qui est le fameux processeur graphique, c'est-à-dire NVIDIA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine de chaque révolution, et ChatGPT en est une, il y a toujours une technologie. Ça vient jamais de nulle part. Et donc, jusqu'en 2015, les processeurs étaient en gros des architectures incrémentales. C'est-à-dire, d'abord, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Et puis, ça faisait très longtemps, depuis le milieu des années 90, qu'on essayait avec ces outils de simuler des cerveaux. Les cerveaux, c'est un réseau de neurones. Donc, comment ça marche un réseau de neurones? C'est vous avez un tas de trucs qui se parlent entre eux, et donc il y a un signal en entrée qui est traité par le réseau de neurones, qui fait des milliers d'opérations simples, et dans le cas du cerveau, comme on a 100 milliards de neurones, chaque input peut potentiellement passer par sous le réseau. Ça veut dire que dans la milliseconde qu'il nous faut pour traiter un input, potentiellement, il y a 100 milliards d'opérations simples qui sont effectuées pour définir la réaction. Et donc, les nouveaux processeurs graphiques de NVIDIA, c'est ça qu'ils font. Ce sont des outils qui intègrent des centaines de milliers de processeurs qui sont beaucoup plus simples que les processeurs traditionnels. Mais par contre, quand vous les réunissez tous, ils sont capables de faire des opérations en parallèle à une vitesse incomparable. C'est-à-dire que même si je prends, il n'y a pas longtemps dans mes bureaux, j'avais une grosse machine où en gros, quand je l'allumais, il y avait 40 degrés dans mon bureau. Donc il y avait 32 processeurs, elle était très 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 puissante. Elle est infichue de dépasser 2 ou 3% du niveau de performance du processeur NVIDIA de base qui coûte le même prix. Mais pour des opérations de type massivement parallèle, c'est-à-dire reconnaissance d'image ou réponse à une question sur ChatGPT. Donc c'est ça qui est à l'origine de ce progrès. Et le résultat de ce progrès, je peut-être, vu que le temps passe, je vais peut-être pas faire de démonstration. Mais mon idée, c'était de vous montrer un tweet, n'importe lequel. Imaginons quelqu'un qui dit, et c'est ça le principe de Cambridge Analytica. Le principe de Cambridge Analytica, c'était de raconter des choses différentes à plein de gens pour les convaincre de voter pour Donald Trump. Et donc, en gros, on faisait ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est une question à ChatGPT. On disait, par exemple, Monsieur Éric Lemaire est un souverainiste français, il a 51 ans, il est marié, il a 2 gosses, il a liké tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, il n'a pas liké tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Qu'est-ce que je dois lui dire pour le convaincre de voter pour Donald Trump? Et donc l'outil répondait en disant, alors pour Monsieur le maire qui pense ceci, ceci, cela, voilà comment il réfléchit. Et moi je propose par exemple de lui dire ça et de lui mettre une image de ça. Et donc on prenait on prenait l'image, on en faisait un post Facebook qui n'apparaissait que pour Monsieur Éric Lemaire sous forme de publicité subventionnée. Et avec ça, ils ont déplacé 1% des votants et ça a permis que Donald Trump soit élu. Les contre-mesures face à ce type de technologie sont pour l'instant totalitaires et totalement inefficaces. On est incapable. Et pour vous donner un autre exemple, dans les programmes présidentiels de 2017 et en particulier du candidat élu, les propositions ont été écrites par ChatGPT pour convaincre, enfin pas tout à fait ChatGPT, mais en gros c'était ça, pour convaincre la majorité des électeurs, qui conduisait à un paradoxe, c'est que des gens qui n'avaient pas voté, par exemple, pour Emmanuel Macron, étaient pourtant, quand on leur demandait est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ça et ça, qui était dans son programme, mais sans leur dire, ils étaient d'accord. Mais une fois qu'on leur disait que c'était à la mesure d'Emmanuel Macron, ils n'étaient plus d'accord parce qu'ils n'avaient pas voté pour lui. Mais c'était par construction, si vous voulez. Et ce qu'il faut comprendre dans ce type de raisonnement, là, c'est spécifiquement les technologies LLM. Mais les LLM, ils raisonnent statistiquement. Et donc, si statistiquement, imaginons, statistiquement, Eric Lemaire se comporte comme une femme, eh ben, il faut me parler comme une femme, même si je suis un homme, c'est comme ça. Et donc, si un programme a été conçu pour convenir à la majorité des électeurs, quoi que pensent les 10 électeurs, ils seront convaincus par le programme. Et c'est absolument redoutable. En plus de ces technologies qui sont des technologies d'attaque, toutes les technologies de défense, firewall, antivirus, cryptographie,
font partie entière des contre-mesures et sont également survitaminés par l'intelligence artificielle. Donc les contre-mesures vont s'appuyer au fond sur les mêmes technologies. C'est juste que pour l'instant, comme notre rythme d'acquisition de ces techniques est très inférieur à leur utilisation à l'offensive, c'est un peu comme les chars d'assaut en leur temps, les avions en leur temps, les charges de cavalerie lourde en leur temps, et ben pour l'instant, l'avantage est à l'attaque. Et alors le pire, c'est que non seulement je suis en train de vous expliquer qu'on va pouvoir jeter à la poubelle la totalité de notre arsenal, mais en plus, c'est pas fini, puisqu'il y a, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, le quantique qui pointe le bout de son nez. Alors dans les choses amusantes que je pourrais vous faire si on avait le temps, je pourrais demander à ChatGPT de me faire un couplet sur le quantique et vous verriez qu'il répond à une prière à Jésus. Donc ça, c'est assez drôle. Mais donc le quantique. Le quantique, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est que quand on parle de quantique, ça veut dire qu'on n'est plus dans les mathématiques traditionnelles. C'est plus 0,1. C'est euh, le chat de Schrödinger, c'est-à-dire vous mettez un chat dans une boîte dans laquelle il y a une particule radioactive, et tant que vous n'ouvrez pas la boîte, le chat est à la fois mort et vivant. Et il n'y a que quand vous regardez que vous savez si le chat est mort ou vivant. Et en fait, il meurt, il devient définitivement mort ou définitivement vivant seulement si vous ouvrez la boîte. Donc le quantique, c'est une logique que nous, on ne comprend pas, parce qu'à l'école, on a appris la logique mathématique traditionnelle, c'est-à-dire la logique arithmétique. Dans le monde quantique, l'arithmétique n'existe pas. Ça veut dire que le 1 n'existe pas. On ne peut pas attraper un photon. C'est pas possible. Les particules dans notre univers quantique, elles n'existent pas. Elles n'existent que statistiquement. Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, ça veut dire que c'est une révolution dans nos têtes, là, pour le coup, parce qu'il va falloir qu'on apprenne une mathématique totalement différente. Une mathématique dans laquelle le 1 n'existe pas. Et vous le savez vous-même, nous sommes tous différents, nous changeons tout le temps, et il est impossible de nous définir. Et on a inventé, on s'est donné un nom, moi je m'appelle Éric Lemaire, mais l'Éric Lemaire d'il y a 5 minutes, il n'existe plus, hein. Il a changé, hein. Moi je pèle en permanence, je transpire, je mange, je suis en changement permanent. C'est la nature de notre univers est quantique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que son degré de performance, puisqu'il est à un niveau inférieur, nos ordinateurs actuels, ils sont moléculaires. Les ordinateurs quantiques, ils s'appuient sur la physique quantique, comme son nom l'indique, donc les quantas. Les quantas, ce sont des éléments des atomes. Donc potentiellement, le degré de performance qui peut être atteint par ces machines, il est de plusieurs ordres de grandeur supérieure. Il y a eu un test qui a été fait il n'y a pas longtemps par Google, où ils ont réussi un problème qui aurait été résolu par le meilleur supercalculateur de la planète en une dizaine de millions d'années, ils ont réussi à le résoudre en 2 secondes. Donc c'est un nombre de zéros en termes d'écart de performance qui est gigantesque. Pour l'instant, il n'y a, pour l'instant, officiellement, on ne sait pas s'en servir. C'est de la recherche fondamentale. Alors, il y a plein de rumeurs comme quoi des ordinateurs quantiques existent et servent à faire tout un tas de choses formidables, sauf qu'officiellement, ça n'existe pas. Alors, il y a des espoirs chez ce qu'on appelle les complotistes que le quantique, par ses performances, pourrait faire tomber le monde digital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur un site web, il y a marqué HTTPS. Je ne sais pas si vous avez remarqué. HTTPS, c'est un protocole sécurisé qui est basé en gros sur un cryptage. Alors aujourd'hui, on est en 128 bits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, il y a une clé publique et une clé privée, chacune faisant 64 bits, en gros, et chacune, les deux étant des nombres premiers. Et donc, toute la sécurité informatique telle qu'elle existe aujourd'hui s'appuie sur l'idée qu'il est plus facile de fabriquer une clé que de la casser. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème d'asymétrie qui démontre ça. Et en réalité, le quantique serait capable de casser ces clés. Et donc, ce qu'espèrent certains complotistes, c'est que les espoirs de numériser le monde entier et de créer un Big Brother seraient vains parce que le quantique permettrait de casser les clés. Alors, c'est vrai, théoriquement toujours, sauf que il existe désormais ce qu'on appelle une cryptographie quantique qui a les mêmes propriétés de supériorité et de robustesse que l'informatique quantique elle-même. Et donc, on est à la frontière
Et ça, par contre, c'est déployé, il y a des prototypes opérationnels. On est à la frontière d'avoir un niveau de sécurité dans l'identification considérablement plus robuste qu'aujourd'hui. Et là, je voudrais juste vous faire une mise en abîme, puisqu'on parle de quantique. Je vous parle d'identification. Identifier, ça veut dire 1. Je vous rappelle que dans un univers quantique, le 1 n'existe pas. Donc, identifier Éric Lemaire alors qu'Éric Lemaire n'existe pas, je vous dis qu'on va se perdre nos cerveaux dans les années qui viennent, mais on va bien s'amuser en tout cas. Alors, je vous ai mis la définition de la cryptographie quantique pour ceux que ça intéresse. La conclusion de ça, c'est qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises. Et on n'est pas du tout non plus au bout des applications militaires. Et ça n'est plus le digital tel qu'on l'entendait autrefois. Donc c'est vraiment, on est au début d'une série de mises en abîme. Notre monde va fondamentalement changer. Et ça va être un monde d'innovation. Et c'est pour ça que moi, je demeure confiant sur les capacités de l'Occident à le faire, parce que c'est le point fort de l'Occident, justement, l'adaptation et l'innovation. Alors, la cyberguerre, là, je me suis amusé. Donc, cette image a évidemment été fabriquée par ChatGPT. C'est pas moi qui ai dessiné. Je suis très mauvais au dessin. Et de toute façon, je suis beaucoup plus utile à faire d'autres choses. Donc là, vous voyez le Français avec sa baguette, son béret et son journal, entouré d'une intelligence artificielle chinoise, d'une intelligence artificielle américaine et d'une intelligence artificielle russe qui lui chuchote des messages incohérents à l'oreille. Et c'est exactement ce qui se passe. Cambridge Analytica, il faut que vous sachiez que dans son financement, il y a donc le fameux Trumpiste qui a d'ailleurs fait de la prison, mais il y a aussi le fameux General Flynn qui venait de l'intelligence militaire. C'est une société militaire. Et donc, c'est une forme de cinquième colonne 2.0, si on veut simplifier. Aujourd'hui, il y a des fermatrolls partout. Mais lorsqu'on dit des fermatrolls, on est optimiste, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont des Nord-Coréens assis sagement derrière des ordinateurs au fin fond d'un bunker quelque part en dessous du palais de Kim Jong-il, ou Kim Jong-un, ou Kim Jong-2. Mais c'est pas vrai. En fait, ce sont très souvent des machines. Vous avez 90% des profils sur les réseaux sociaux qui sont des faux profils. Et alors, c'est une anecdote que je raconte systématiquement. Un jour, un copain m'appelle et me dit ah là, je viens de recevoir mon digest de LinkedIn et j'ai vu ce que tu avais dit et j'ai trouvé ça très bien. Et moi, je lui réponds en lui disant mais attends, ce que tu veux dire, c'est que ton intelligence artificielle a sélectionné ce que mon intelligence artificielle a écrit et toutes les deux se sont bien entendues. Et il n'y a plus d'humain là. Il n'y a plus personne. Moi, mes posts LinkedIn, ils sont écrits par l'intelligence artificielle et les gens qui lisent des digests en ligne, en fait, ils lisent aussi la réponse d'une intelligence artificielle. Les humains ont disparu. Il n'y a plus personne. Ces choses s'attaquent à ce qui reste la caractéristique de l'être humain. L'être humain garde un avantage sur tous ses joujoux, c'est que lorsque en Ukraine, les Ukrainiens font tomber les drones russes, ils les attrapent, ils les reprogramment et c'est retour à l'envoyeur. Lorsque vous capturez, lorsque vous capturez un soldat français, en principe, le soldat français est loyal à son pays. Un outil d'intelligence artificielle n'est loyal à rien du tout. Il est loyal à la prise électrique et c'est à peu près tout. Donc, ce qui est vital parmi nos troupes, c'est le moral, leur morale et leur loyauté. Elles vont faire des choses que les intelligences artificielles ne feront pas et elles vont résister à des choses auxquelles les intelligences artificielles ne résisteront pas. Et donc, la guerre hybride, la guerre en ligne, la propagande ont pour objectif très précisément ça. C'est la loyauté de nos troupes. Et lorsqu'on dit nos troupes, c'est tout le monde. C'est l'avant et c'est l'arrière. C'est tout le monde. C'est la future génération. Ce sont les enseignants. Ce sont les manuels scolaires. Tout est une cible de guerre hybride. Et donc, ce qu'on connaissait autrefois avec le rachat des journaux, la cinquième colonne traditionnelle, la manipulation de la presse, c'est devenu général avec les grands modèles de langage. Tous les réseaux sont aujourd'hui paralysés par ces outils. Vous n'avez pas un seul article de grands médias qui ne soit relu, voire entièrement écrit par l'intelligence artificielle. C'est généralisé. Et la numérisation du champ de bataille,
déclenche sa généralisation. Vous êtes le champ de bataille. Nous sommes la cible. Nous, France, Français, sommes la cible des services de guerre cybernétique des Américains, des Russes, des Chinois et probablement un certain nombre d'autres pays pour des sujets précis. Et en particulier, euh, il y a énormément de subventions françaises qui sont la cible de la mafia italienne. Il y a la mafia italienne, il y a Daesh, euh, sans trahir de secret, Daesh, c'est en partie financé grâce à MaPrimeRénov'. Je dis ça, je dis rien. Enfin, et c'est pas le plus négligeable, il y a couper la prise. Et donc, dans la cyberguerre, il y a le fait de détruire les moyens de production par le piratage. Donc, les piratages d'hôpitaux, euh, c'est pas forcément des petits hackers au fond de leur cave. C'est aussi des gens qui peuvent être financés par des États ennemis. Couper l'électricité, ça peut être financé par les États ennemis. Et lorsque des pays fournissent une partie des pièces détachées de nos avions, de nos centrales thermiques, de nos centrales nucléaires, de nos routeurs, on se met en danger. Donc, toute cette architecture-là doit être entièrement revue. Et donc, si vous ne décidez pas de refaire votre vie dans l'intelligence artificielle côté logiciel, je vous conseille d'envisager de refaire votre vie dans la cybersécurité ou la cyberguerre, parce que euh, c'est bien parti, vraiment bien parti. Alors, pour arriver jusqu'au champ de bataille, on va parler des drones. Donc là, je vous ai fait une petite image euh, d'un véhicule confronté à son équivalent en termes de prix avec des drones équipés de charges explosives. Donc vous imaginez bien lequel des deux camps va gagner là, entre les quelques milliers de drones qui sont dans les airs et le pauvre blindé au sol. On se retrouve un peu dans la même situation que le Panzer III contre le T-34. Panzer III, c'était formidable. Il y avait 4 hommes d'équipage, il y avait une radio, il y avait une coordination, le canon était très bon, les optiques étaient formidables. Ça avait tout un tas de qualités, mais c'était trop cher, trop léger, trop compliqué. Le T-34, il y avait des grosses chenilles, il y avait un gros canon et un blindage incliné, et même sans radio, il pliait les Panzer III. Et bien là, c'est pareil. Les drones écrabouillent tout l'équipement hyper sophistiqué qu'on a conçu. J'avais vu une vidéo sur la guerre en Ukraine que j'avais trouvé paroxystique. Ils expliquaient comment ils utilisaient les Césars. Et donc, le sous-off ukrainien disait, bon, bah voilà, j'ai tel endroit où il y a des Russes qui sont cachés dans une tranchée. Donc, je les fais observer par 3 drones. Les drones font une triangulation. Je tire un obus. L'obus est un peu long. Avec les drones, je calcule la distance exacte et je transmets ça. Je fais la correction de hauteur et le deuxième obus va au but. Et donc, le reporter dit, mais enfin, je comprends pas pourquoi vous n'utilisez pas le système blablabla. Et le gars lui dit, mais attendez, votre console de contrôle de tir, là, d'abord, elle coûte 100 000 euros, c'est trop cher pour nous. Nous, les drones, ils coûtent 200 balles pièce, donc on préfère utiliser les drones. Et puis surtout, elle met 1 minute 30 à calculer. Moi, avec mon drone et au doigt levé, en 10 secondes, j'ai la solution. Et donc, vous avez tout un tas de systèmes complexes qui sont totalement ringardisés par ces machins-là. Le, le ratio entre les missiles et les drones, le ratio entre le coût de tuer quelqu'un avec des obus et le coût de tuer quelqu'un avec un drone, c'est 100 points. Donc, c'est un changement complet du fonctionnement du champ de bataille. De la même façon que moi, je développe 100 fois plus vite avec ChatGPT que tout seul. Donc, ça change tout. Celui qui ne le fait pas, ben, il est foutu. Point. Sujet suivant. Donc tous les programmes, à l'exception des missiles défensifs et offensifs, sont dépassés par définition. C'est trop compliqué. Et les données qui sont collectées aussi bien par les Russes par les Ukrainiens, que par les Ukrainiens sur le terrain ont plus de valeur que tous nos stocks et regardissent totalement notre expertise. Les scènes qu'on voit encore des fois à l'entraînement où des gens s'abritent derrière un blindé pour monter en ligne, c'est complètement ringard. Ça n'existe plus. La meilleure façon de se faire shooter, c'est de s'abriter derrière un blindé. C'est le truc le plus gros et le plus visible sur un champ de bataille. Ce qui fait qu'on se retrouve désormais avec des soldats
qui sont un mix entre un soldat de force spéciale, eux, ça fait très longtemps qu'ils utilisent des équipements particuliers et des drones, et un joueur professionnel de Call of Duty. On se retrouve comme un employé Amazon tant qu'ils ne sont pas supprimés. C'est les mecs, ils ont un casque sur les oreilles, et ça leur dit à gauche, à droite, avance, lève les bras, attrape le colis, retire le colis, recule, pose de là. C'est les droïdes, quoi. C'est les droïdes. Donc face à cette révolution, il faut impérativement qu'on se conserve notre souveraineté. Et la souveraineté concerne deux parties. Là, on revient sur la souveraineté numérique classique, les algorithmes et les données. Et donc, les données, c'est ce que je viens de dire sur la guerre en Ukraine, il faut absolument qu'on récupère tout ce bazar-là. Euh, qui contrôle l'IA militaire? Dès l'instant où on va utiliser un outil non produit en Europe pour faire des calculs, on est fichu. Mais ça, à la limite, peut-être qu'on peut euh, les sécuriser. Mais ce qui est certain, c'est que si nous, on n'a pas accès direct à la source de données, de même que si nous, on n'a pas accès direct aux terres rares pour fabriquer tous ces trucs, on est fichu. Première étape. Deuxième étape, il faut impérativement qu'on se forme à tout ça. Il faut qu'on prenne conscience que le monde a totalement changé, que même si à l'instant T, on a compris ce qui se passe, à l'instant T plus un an, on sera peut-être dans un autre univers et on ne sait pas lequel. Donc l'information est absolument vitale. C'est un must-have. Dans les risques qui sont identifiés par les différents think tanks, il y a le risque que d'escalade sans intervention humaine. Ce risque, il existe déjà. Vous savez qu'en Russie, il y a un dispositif pour que les armes nucléaires soient déclenchées, même si le leadership russe est détruit par une frappe surprise. Il y a déjà des outils de ce type, et je pense qu'il existe la même chose chez les Américains. La question, c'est est-ce qu'on est en mesure d'exister sur ce marché? Est-ce qu'on est capable de faire, par exemple, un Airbus du drone avec l'Ukraine, sachant que l'Ukraine a développé ses propres drones et qu'ils l'ont fait sur une base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu libertarienne. La Russie l'a fait aussi, mais à une moindre échelle parce qu'il reste beaucoup plus centralisé. Il faut absolument qu'on se positionne là-dessus. Et bien sûr, il faut maintenir le contrôle humain. Ça, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus en termes militaires, sauf qu'en fait, tout ce qu'on a défini dans les think tanks est à revoir à la lumière du rétexte ukrainien. Et pour l'instant, ça n'est pas assez fait. Alors, on parlait des sous, parce que au fond, c'est quand même important. Donc, c'est un champ de bataille technologique mondial. Donc là, je vous ai mis les budgets. Aux États-Unis, il y a 25 milliards par an dédiés à l'IA, en plus de tout ce que fait la DARPA, sans le dire, puisque ChatGPT a été développé sur la DARPA sans budget officiel. La Chine consacre à peu près la moitié de cette somme annuellement à ses programmes d'intelligence artificielle. Et l'Union européenne, c'est 7,3 milliards. Alors, vous emballez pas en disant qu'on n'est pas si mal, parce que c'est 7 milliards sur 6 ans. On est à 4% du budget américain. Je sens que ça va bien se passer. Donc, on a intérêt, comme Free, à être très très bon et à savoir faire avec trois personnes ce que les autres arrivent à faire avec 100, parce que sinon, on est mal parti. En France, on est à 2 milliards d'euros sur à peu près la même période de programmation, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. Et alors, non seulement quelque part, c'est pas grand-chose, mais en plus, pour l'instant, euh, nos outils de régulation, genre la CNIL et l'ARCOM, sont complètement has-been dans leur perception de ce qu'il faut faire. Et il faut qu'on se lâche un peu. Il y a moyen de faire de l'IA, y compris en défense, tout en respectant la vie privée. On peut travailler en anonymisé. On le fait dans le médical depuis toujours. Donc, c'est parfaitement jouable. En Ukraine, ils sont à 1 milliard par an, c'est-à-dire 4 fois la France, et en Russie, un peu plus du double. Donc autant dire que notre industrie de défense, qui est vraiment très performante, a un risque de se ringardiser très vite. Il faut très rapidement qu'on modifie l'allocation de notre travail. Alors sur les missiles, y compris hypersoniques, on fait un gros travail et on rattrape progressivement notre retard, mais sur les drones, on n'y est pas. Et on n'y est pas du tout. Donc on fait un certain nombre de choses,
mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, comme toujours avec les Français, il y a plein de micro-domaines où on est extrêmement bon, et donc, tout espoir n'est pas perdu, mais il va falloir que l'État, la DGA, euh, se mettent à avoir une approche globale de tout ça. Donc, soit euh, faire confiance en à des startups et créer des projets structurants. Donc, vitesse de décision, je vous assure qu'en tant qu'employeur privé, ma vitesse de décision sur des changements, vous imaginez pas ce que j'arrive à faire avec mon système de lecture automatique de mail, c'est incroyable. Euh, Résilience, souveraineté numérique, c'est-à-dire que tous nos systèmes, là pour l'instant, on va utiliser des outils, même Mistral, qui est un outil ChatGPT souverain, et réellement souverain pour le coup, et qui, à mon avis, va bien s'en sortir, mais on tourne sur des processeurs NVIDIA. On n'a pas de processeur graphique européen. C'est une cata. C'est une cata. Alors par contre, ce qui ne change pas, c'est le commandement. On a toujours besoin de soldats. De même qu'on a toujours besoin d'arrières, on a besoin d'industriels, on a besoin de banquiers et on a besoin de chefs. La loyauté du soldat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, reste supérieure à celle de la machine. C'est la technologie exécute. Si c'est pas l'humain qui décide, on fait des conneries. Et, et c'est l'un des pièges lorsqu'on est en phase d'apprentissage des technologies de LLM, c'est de ne pas l'écouter. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes associés qui me dit, ouais, ChatGPT, ça sert à rien. Il m'a fait prendre une décision business complètement idiote. Je me suis enterré dans un truc aux États-Unis qui a aucune chance de marcher. Et je lui dis, mais donc tu as demandé à ChatGPT comment faire ça aux US? Il me dit oui. Je lui dis d'accord. Est-ce que tu as demandé à ChatGPT combien de temps ça prenait? Non. Est-ce que tu as demandé à ChatGPT s'il y avait un risque? Non. Je lui dis, mais c'est lui qui est pas intelligent ou c'est toi qui es CON? Non, franchement. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est l'être humain qui est à la tête. La partie éthique des choses doit rester à l'être humain. ChatGPT il est capable. Par exemple, si je demande tout de suite à ChatGPT de prendre l'un d'entre nous et de le déguiser en bunny et de le montrer dans une boîte échangiste, ChatGPT va me dire non. C'est parce qu'il est programmé à faire ça. Donc, ça reste l'humain qui décide ce qui est acceptable et ce qui n'est pas. Ça reste l'humain qui décide quel est l'objectif. Et le commandement reste donc l'élément central. La compétence et la fidélité, ça ne se programme pas. Et la meilleure preuve, c'est que les machines, on les retourne. Cambridge Analytica, ça peut marcher pour Trump comme ça peut marcher pour Biden. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment qui décide de qu'est-ce qu'on choisit. La responsabilité et le discernement, ça reste aux êtres humains. Le truc de tout ça, c'est que les soldats très courageux de base, ils ont encore un job. Les commandants très humains et hétérodoxes, ils gardent un job. Tous les mecs au milieu, ils n'existent plus. Et donc, pour des gens comme moi qui ont des PME à taille humaine et qui ont une très très forte compétence et qui ont très peu de corps intermédiaires, puisque je n'ai que des très bons développeurs, très bons chefs de projet dans mon équipe, c'est super l'intelligence artificielle. Mais pour tous les autres, imaginez par exemple, vous êtes patron de SS2J, je prends un exemple comme ça parce que c'est quelque chose que je connais bien. Vous êtes patron de SS2J, vous faites ce qu'on appelle de la vente de viande, c'est-à-dire vous vendez par exemple, je dis n'importe quoi, vous vendez au trésor public 30 développeurs. Demain matin, avec ChatGPT, il n'y a plus besoin de 30 développeurs, il y a besoin de 5. Bah, votre chiffre d'affaires a été divisé par 6. Parce que vous vendez des gens à l'heure, c'est pas super éthique, c'est pas très intéressant comme business, et donc ça n'a plus de sens. Par contre, si vous êtes excellent, que vous avez une expertise qui n'a pas été numérisée, par exemple, vous savez comment fonctionne la détection de spam, et ce sont des choses qui ne sont pas disponibles dans le domaine public. Mais vous le savez. Ben là, vous conservez votre valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée horaire, elle augmente considérablement
Parce que vous n'avez plus besoin d'embaucher un développeur pour coder tous les trucs idiots qu'il y avait à faire. C'est ChatGPT qui vous le fait. Il ne reste plus que votre immense valeur ajoutée. Donc, c'est la poursuite de l'ubérisation de nos sociétés. Les échelons intermédiaires disparaissent. Mais le commandant et le soldat de base sur le terrain, ils restent vitaux et leur loyauté demeure indispensable et vitale. Les objectifs ne sont pas dictés par la machine, mais par la vision et le devoir du chef. Et le soldat est augmenté. Moi, je me considère comme un chef d'entreprise augmenté. Il faut être formé, cultivé et souverain à toutes ces technologies. Et surtout pas dépendant d'algorithmes étrangers dont le premier objectif va être de nous mettre à leur format et de nous intégrer à leur équipe et pas à la nôtre. Et donc l'avenir appartient à ceux qui sauront intégrer le plus vite toute cette puissance qui ne va cesser de se développer sans renoncer à l'esprit de commandement. C'est pas ChatGPT qui décide de ce que je fais aux US, c'est moi. Je lui demande quelles sont les alternatives, quels sont les risques, et après, je prends ma fichue décision en fonction des ressources dont je dispose. C'est ce que je vous ai dit, c'est ma conclusion. Celui qui comprend le plus vite va gagner. Mais pour rester libre, il faut garder le contrôle. Donc tous les équilibres tels qu'on les connaît sont bouleversés. L'ensemble des arsenaux va partir à la poubelle beaucoup plus vite que prévu. Nos armées aujourd'hui ont un format, enfin un équipement qui ressemble à celui qui était il y a 40 ans. Dans 10 ans, il n'y a plus rien. La victoire ne va pas seulement se jouer sur la puissance des algorithmes, ça va compter, mais sur la lucidité de ceux qui vont se voir utiliser. Donc le commandement demeure essentiel. Donc là, c'est à nous, Français, industriels, soldats, de choisir, de participer à ça et d'en prendre la direction. Il faut que nous arrivions à l'échelle avant les autres, à la formation, l'innovation et la fidélité à nos valeurs. Donc pour gagner la prochaine guerre, il y a évidemment le cœur-esprit des hommes, mais là, ça va être dans la laboratoire et data center que ça va se faire. Ça va de moins en moins se faire dans la boue. Donc c'est une bataille technologique et civilisationnelle. Et je crois vraiment que c'est une innovation qui... Et je suis pas le seul à le penser, il y a beaucoup de théoriciens de ça qui disent que l'Occident conserve sa chance dans les années qui viennent parce que ce truc-là, ça change tout et c'est à l'avantage de nos valeurs, en tout cas pour l'instant. Ben, je vous remercie de votre attention, je crois que j'ai fait 1 heure pile. J'ai zappé les exemples parce que on avait beaucoup de choses à dire et je suis à votre disposition.